Merci d'être là. Je sais que ce n'est pas facile à 13h30 de venir un dimanche après-midi, mais je suis absolument ravi de vous voir là. Je suis particulièrement ravi d'un tel panel. Je suis comblé de pouvoir parler à côté de vous. Je vais prendre la parole pendant 2-3 minutes avant de lancer les histoires de chacun. Un panel qui est plus que multiple, qui est pas évident à monter. C'est quatre indignés, 4 militants, font partie de 4 luttes, 4 protestations différentes, qui viennent de 4 continents différents. Je vais rapidement présenter, juste à ma gauche, donc Çağla Akaç, qui est bonjour, qui vient d'Istanbul, de Turquie, une indignée turque. Elle vous racontera son histoire, qui est aujourd'hui enseignante, qui est sociologue et qui habite désormais à Genève. Carlos Weiner, qui est arrivé hier matin de Rio de Janeiro, professeur, urbaniste, auteur de plusieurs livres. Steven Mathieu, qui est en bout, qui vient de Commercy, la Meuse, éducateur spécialisé, il nous racontera aussi sa militance. Et Abdou Benjoudi, Algérie, qui lui aussi, depuis récemment, habite en France et qui travaille ici. Si je vous dis Occupy Wall Street, les parcs Zuccotti, les parcs Gezi, les places Tahrir, la place de la République, Porta del Sol, Maïdan, Sintigma et les ronds-points, tous ces noms renvoient à un nouveau type de contestation qu'on a pu observer un peu partout aux 4 coins du monde depuis le début des années 2010. Malgré un contexte politique bien différent, les protestations mettent en avant la place publique dans son mode de protestation. On occupe des lieux, on privilégie une résistance civique et non violente, on tente d'inventer de nouvelles formes d'action publique. À chaque fois, on observe l'absence de porte-parole et de leader. C'est un peu le cas partout. À chaque fois, on observe aussi la volonté de maintenir à distance les partis politiques ou les institutions politiciennes. À chaque fois, à des degrés divers, on observe une surenchère dans la répression policière. Et à chaque fois encore, on observe une sorte de célébration du pluralisme, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on voit un refus de mettre en place une sorte de plateforme qui serait au-dessus et qui parlerait au nom de tout le monde. 3 valeurs de proue qu'on a observées depuis 2010 absolument partout: la démocratie, une volonté de dignité et une justice sociale. Alors, quels sont les autres dénominateurs communs ? Quelle part de nouveauté charrie ces différents mouvements de protestation et pourquoi la plupart de ces mouvements ne parviennent pas à s'inscrire dans la durée ? Pour essayer de répondre à toutes ces questions, on va écouter, on va partager les expériences de nos 4 intervenants. À tour de rôle, chacun va parler à peu près 10 à 12 minutes, raconter son histoire. Je poserai quelques questions et on terminera par une demi-heure avec vous, les questions du public, pour mettre en place ces échanges. Alors, Çağla, on va remonter en juin 2013, mai 2013, pardon, le 28 mai 2013. On est à Istanbul, la place Taksim, au parc Gezi. 2013, Erdogan est au pouvoir depuis 10 ans à peu près, depuis 2003. Le tournant autoritaire est déjà survenu, c'était à partir de 2009-2010. Une 50aine de militaires ont été arrêtés, il veut islamiser certaines écoles, la liberté de la presse commence à être bafouée de plus en plus. On a des petites lois qui se mettent en place un peu partout, comme l'interdiction de l'alcool dans certains quartiers, etc., etc. Et on a d'un seul coup, ce 28 mai, 50 personnes, jeunes pour la plupart, qui font un sitting pour s'opposer au rasage d'une 50aine d'arbres d'un des derniers parcs de cette mégapole qu'est Istanbul. Raconte-nous, peut-être à partir de ce moment ou peut-être un petit peu avant, comme tu le veux. Merci Nicolas. Oui. Bonjour à tous. C'est un honneur d'être ici avec ce panel de personnes de Brésil, de France et d'Algérie. Peut-être on peut commencer aussi par saluer les personnes comme nous qui à Hong Kong, en Irak, au Soudan aujourd'hui continuent de manifester.
Donc l'été 2013, moi j'habitais à Taksim, à la place Taksim, qui est un peu le centre culturel historique, un des centres culturels d'Istanbul. Comme Nicolas le disait, il y a un parc au milieu de la ville. C'est un parc historique qui a toute une histoire, qui a une histoire et par rapport à la multiplicité ethnique de la Turquie, c'était un ancien cimetière arménien, mais aussi qui a toute une histoire par rapport à la gauche, avec des massacres importants en 1976 pour le 1er mai. Et donc, vers la fin du mois de juin 2013, cette place était très fortement occupée, déjà militarisée, parce que le 1er mai avait été interdit, ce qui avait poussé beaucoup de gens de gauche et dans les partis, les syndicats, à essayer d'investir l'espace, mais ce mouvement-là, le 1er mai, avait été très fortement réprimé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, on a reçu sur les médias sociaux des photos des arbres en train d'être coupés sur la place. Il y avait déjà beaucoup d'activistes et d'urbanistes qui étaient impliqués pour empêcher la destruction de ce parc. Et donc, l'État, très tôt le matin, en utilisant une des politiques de fait accompli, je crois qui s'utilise dans beaucoup d'endroits, a commencé à simplement raser les arbres. Ces photos ont circulé, donc toute une série de personnes se sont retrouvées pour empêcher la destruction des arbres. Le mouvement a grandi et on a commencé à occuper ce parc. Des tentes ont été posées dans le parc et on a passé du temps là-bas. Donc il y avait une très grande diversité au niveau des personnes qui étaient présentes. Il y avait des représentants associatifs, des représentants de partis politiques, des individus indépendants, des gens de toute classe sociale, de tout âge et de toute ethnicité qui étaient présents. Et finalement, on a pu empêcher la destruction de ce parc. Mais ce qui s'est passé, c'est que des tentes ont été posées, ensuite les tentes ont été brûlées, ce qui fait qu'il y a eu tout un nouvel investissement de personnes dans le parc, avec des nouvelles tentes qui ont été posées, et tout le parc a été aménagé en tant que lieu occupé, donc avec un cinéma, des bibliothèques, des rues qui ont été renommées par rapport aux personnes qui ont été perdues en Turquie. Et toute une série d'activités. On a vu ensuite une escalation de la violence avec des attaques policières, l'usage de gaz lacrymogène et de bullets en plastique. Et très vite, en fait, on a commencé à avoir des personnes qui ont perdu des yeux, qui ont perdu des mains, qui sont tombées dans le coma, et aussi des personnes qui sont mortes. Et donc, pendant à peu près 10 jours, on est resté dans le parc. Et le parc est un peu au centre d'Istanbul. Il y a 6 ou 7 grandes artères qui y montent. Elles ont toutes été barricadées avec des énormes barricades. Et là, il faut clairement reconnaître le rôle des amis qui sont considérés peut-être plus criminels dans la vie de tous les jours, mais qui ont monté toutes les barricades et qui les ont défendues toute la nuit. Et on a vécu pendant une dizaine de jours sans État. Donc, les forces militaires n'ont pas pu monter. Et ensuite, tout a été détruit avec une violence extrême. Pendant ces 10 jours, il y a beaucoup de très belles choses qui se sont passées, beaucoup de partages. Il y avait une sorte de joie, il y avait un sentiment de défaire une aliénation collective dans laquelle on était. Donc il y avait toute une façon de se regarder, se toucher, de partager, mais aussi tout un travail culturel qui était fait, intellectuel qui était fait au niveau de l'héritage des mouvements de gauche, des mouvements libertaires en Turquie. Et voilà, donc je pourrais dire, je parlerai peut-être après, mais ces 10 jours de joie ont été suivis d'une répression massive. Il n'y avait pas de leader dans le mouvement, mais par contre, il y avait des demandes politiques qui étaient très claires, et ces demandes politiques avaient à voir avec la préservation de ce parc. Ils avaient à voir avec le fait qu'on demandait que la police cesse d'utiliser des bombes lacrymogènes et toutes ces sortes de gaz qui nous attaquaient, et également, en fait, une reprise d'un processus de négociation par rapport aux espaces qui sont communs, et également le dédommagement des personnes qui étaient blessées. Donc je vais juste dire 2-3 choses sur ce qu'il y avait avant Gezi, parce qu'en fait les années 2000 en Turquie étaient très dynamiques à un niveau politique. On investissait tout l'espace politique, et à travers les politiques institutionnelles, donc les partis politiques, mais aussi à travers les mouvements sociaux. Et on peut dire qu'on a un peu déployé tout l'arsenal de ce qui était possible au niveau des pratiques anti-violentes. J'utilise ce terme de balibar, anti-violente, au niveau où on ne reproduit pas la violence, mais on interagit avec la violence parce qu'on est
obligé de le faire. Et donc, tout l'éventail implique des sittings, des boycotts, des campagnes d'information sur ce qui se passe, etc. Il y avait des espaces de délibération qui étaient mis en place. Et je pense que ce qui était important, c'est qu'on était en train d'essayer de repenser ce que ça voulait dire d'être un citoyen de la Turquie et comment est-ce qu'on peut rétablir un pacte qui soit inclusif, c'est-à-dire qui reconnaisse la multiplicité des identités des personnes qui étaient là sur ce pays, donc les identités de genre, les identités ethniques, de confession, et qu'on puisse repenser notre identité nationale de façon multiple et diverse en reconnaissant la richesse aussi de notre histoire. Donc, pendant toutes ces années, il y avait plusieurs demandes politiques qui étaient faites. L'une de ces demandes, si vous voulez, au croisement de tous les mouvements, que ce soit les mouvements LGBT, les mouvements féministes, les mouvements kurdes, les mouvements différents minoritaires et les mouvements environnementaux aussi qui étaient très puissants, et les mouvements de défense aussi de l'héritage culturel et naturel urbain, ont demandé vraiment justice et égalité. On demandait une fin de la culture de l'impunité pour tous les meurtres, les disparitions, etc. Donc il y avait tout un programme et on avançait bien. Comme je l'ai dit, c'était pas un monde non violent, c'était un monde anti-violent et tout se passait plutôt bien. Il faut souligner aussi que le AK Party était au pouvoir pendant toute cette période, c'est-à-dire que le AK Party était l'un des acteurs qui contribuait à ce processus de démocratisation et de débat. Le AK Party était aussi en processus de négociation avec l'Union européenne, avec un programme de démocratisation, et le AK Party était aussi en négociation avec les forces armées kurdes pour un processus de paix officiel qui a débuté en 2009. C'est-à-dire qu'on peut dire, on ne va pas dire que c'est grâce au AK Party que tout ça s'est passé, comme certaines personnes le disent. Mais par contre, Erdogan et le parti étaient l'un des acteurs dans une multiplicité d'autres acteurs et du monde associatif et politique, etc., qui étaient engagés dans la redéfinition en fait, de ce que ça voulait dire de vivre ensemble en respect de notre héritage culturel commun et de notre héritage naturel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après Gezi 2013 ça a été une répression très violente et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une accélération en fait, de toutes les dynamiques qui étaient déjà présentes. C'est-à-dire que la non-reconnaissance de la multiplicité de nos vies a été accélérée ou punie, si vous voulez, plus forte. Les politiques d'impunité, donc des meurtres qui ont continué, des assassinats qui ont continué avec une impunité totale, des destructions massives de l'héritage culturel, urbain et naturel, et un déni total de notre histoire qui implique une grande quantité de massacres et de disparitions. On peut dire aussi qu'après Gezi, il y a eu un désinvestissement de tout ce qui est social, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, et aussi de tout ce qui est la sécurité au travail, avec 300 mineurs qui sont morts avec des conditions de travail et de nouveau impunité. On peut dire aussi qu'il y a eu un détournement de tous les processus de démocratisation avec des élections qui ont été détournées, qui ont été répétées, des référendums qui ont été imposés et ensuite détournés, et avec des fraudes massives aux élections. Avec tout ce jeu, un peu ce cirque démocratique d'élections répétées, on en est arrivé à passer d'un système parlementaire à un système présidentiel. Tout le système légal a été décrédibilisé, c'est-à-dire que toute une grande partie des avocats qui étaient en place ont été démis de leurs fonctions. Toute une série d'attentats qui n'ont jamais été recherchés, ensuite pourquoi c'était passé, et une reprise de la guerre au Kurdistan de Turquie, et avec des attaques du gouvernement turc aussi de l'autre côté de la frontière en Syrie. Voilà. Donc, alors que Erdogan avait contribué à une démilitarisation et on était en train de parler d'une décentralisation des pouvoirs en Turquie, ce qui s'est passé, ça a été une démilitarisation puis une remilitarisation, et avec tout ce qui a poussé pour une recentralisation des pouvoirs en général. Et il faut dire aussi qu'après Gezi, les discours, il y a eu une naturalisation totale, normalisation des discours de haine racistes, des discours sexistes. Par rapport aux migrants, le très grand nombre de migrants syriens qui sont en Turquie et de migrants de l'Afrique et d'autres pays du Moyen-Orient, mais aussi des discours racistes antisémites et des discours racistes contre les Kurdes, et également évidemment une violence sexiste qui cherchait à repousser les femmes et toute une série de politiques anti-libertaires.
Ça nous a amené au coup d'État de 2013. J'ai combien de temps 3 minutes. Au coup d'État manqué de juillet 2016. Quand je dis que la guerre a repris au Kurdistan de Turquie, c'est-à-dire qu'en 2015, il y a eu des attaques qui ont repris dans les régions kurdes. Ces attaques ont été d'une très grande violence. Ils ont été accompagnés de couvre-feu où les personnes ne pouvaient plus sortir dans la rue. Il y avait des corps de personnes mortes dans la rue. On ne pouvait pas aller chercher ces corps. Tout a été retransmis en direct sur les télévisions. On était tous témoins de cette violence. Et on a tous, enfin, l'État nous demandait d'accepter en fait cette violence-là. Ce qui veut dire aussi qu'il y a eu des très grands nombres de villages qui ont été vidés et une migration interne très forte. Donc beaucoup de personnes, de nouveau les villages kurdes et les régions kurdes qui ont été détruites totalement au niveau de l'héritage culturel et naturel, mais également des personnes qui ont été forcées à la migration interne. Voilà, donc ce coup d'État manqué, je ne vais pas me prononcer sur qui l'a fait, comment ça s'est passé, tout est très obscur. Mais par contre, ce qu'on peut dire, que ce coup d'État a permis au gouvernement de mettre en place un état d'urgence, et ça je crois que c'est aussi quelque chose qu'on a vu en France et qu'on voit un peu dans tous les cas. Donc la mise en place d'un état d'urgence qui permet en fait de faire passer des lois, des lois qui ensuite sont implémentés et qui transforment, qui permettent la criminalisation de toute forme d'opposition politique et à travers les partis politiques, et donc criminalisation de la pensée et de toutes les actions d'opposition, que ce soit des manifestations, des pétitions, etc. Ce coup d'État et cet état d'urgence a aussi permis des incarcérations massives et la mise en place d'un système de décrets-lois où il y a des listes qui ont commencé à être publiées la nuit, avec des centaines de noms qui, du jour au lendemain, perdaient leur emploi, leur passeport, tous leurs droits civils, et les conjoints aussi, c'est-à-dire des centaines de milliers de morts civiles qui apprenaient qu'ils n'avaient plus aucun droit du jour au lendemain parce que leur nom figurait sur une liste. Tout le système associatif a été démantelé, tous les médias indépendants ont été défaits, donc ou à travers des interdictions ou en coupant tous les fonds, et tout un processus de réécriture de l'histoire avec une utilisation, en fait, une appropriation des discours démocratiques et des discours de justice qui sont utilisés par les mouvements sociaux. Donc, tu veux que je finisse bientôt ? Oui, si tu peux, ouais. Très bien. Ok, je vais quand même dire qu'il y a certaines formes de technologie de pouvoir qu'on voit. Alors, c'est l'appropriation des thèmes de justice et d'égalité par le pouvoir, mais qui mélange ça avec un discours sécuritaire, mais qui parle quand même de démocratie et de justice. Un détournement de tous les processus démocratiques, la mise en place d'un système de délation où on peut se plaindre de quelqu'un qui peut être arrêté, discours de haine, les attaques sont sur les corps et sur les esprits, donc on fait peur aux gens, on débarque à la maison au milieu de la nuit, etc. Un intellectualisme très fort avec des attaques sur les universitaires et sur les écrivains, sur les avocats, les médecins également, et des arrestations et des fichages en masse. Donc au niveau de la résistance, il y a certaines choses qui sont importantes ou qu'on peut dire qui ont été importantes pour nous. C'était de réussir à faire des liens entre la théorie de résistance et la pratique des mouvements de résistance, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient la pratique et qui manquaient un peu de bagage théorique, et des gens qui avaient du bagage théorique mais qui ne comprenaient pas ce qui se passait quand on était impliqué dans les luttes. Donc il a fallu faire des ponts à ce niveau-là. Il y a eu une grande remise en question au niveau des privilèges, donc les personnes qui ont bénéficié de certains privilèges en Turquie pendant longtemps, qui doivent encore aujourd'hui repenser leurs privilèges. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'on se sent coupable pour ce qui a été fait, mais qu'on se sent responsable et qu'on prend en charge sa force d'action et sa puissance. Développer le dialogue. Il y a tout un travail de mémoire à faire, ce qui veut dire aussi des discussions intergénérationnelles avec les personnes qui connaissent les luttes historiques. Et il y a eu également aussi beaucoup de conflits parmi les mouvements entre nous, et il faut vraiment faire un travail de facilitation dans les mouvements pour qu'on puisse continuer à avancer ensemble et se comprendre mieux. Et je pense aussi peut-être dire que finalement toutes ces violences, c'est des violences qui sont faites par des hommes. J'utilise pas homme en tant qu'humain ici, mais j'utilise homme en tant qu'homme masculin.
et qu'il est très clair, je crois, que partout dans le monde, en fait, la montée de ces systèmes qui sont extrêmement répressifs sont basés sur des figures de pères, d'oncles et d'hommes qui sont supposés nous dire comment on doit se comporter, et qu'il est très nécessaire pour réussir à contrer ces mouvements de faire des coalitions entre les mouvements féministes, écologiques, etc., et pouvoir défaire ce système patriarcal capitaliste qui est à la source, en fait, de tout ça. Merci, Tchala. Merci beaucoup. C'est très clair. Je peux te poser une question? Ouais, j'ai juste envie de dire aussi que je pense qu'il ne faut pas romantiser les mouvements de résistance. Donc, il y a toujours un prix à payer. On apprend beaucoup de choses. On paye tous des prix. Il y en a qui ont payé le prix parce qu'ils ont eu les poumons défaits pendant des semaines. Il y en a qui payent le prix parce qu'ils sont en prison. Des centaines de personnes qui sont en prison aujourd'hui. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont en exil. Donc, il y a toujours un prix à payer. Mais par contre, le prix de ne rien dire est beaucoup plus mauvais pour vous individuellement, en tant que subjectivité au niveau de la résistance, mais aussi collectivement. Donc ne pas participer, ne pas collaborer, ni dans les discours de haine et ni dans les pratiques répressives. Merci. Le débat est lancé. Merci, Tchala. Une question pour revenir sur ce moment quand même très fort de Gezi. Il y avait 600 000, 700 000 personnes pratiquement en Turquie qui ont été touchées par ce mouvement, qui ont pendant des jours manifesté. Tu as parlé de démocratie sauvage, on a parlé de citoyenneté, ça a bouleversé beaucoup de choses. Il y avait des idées formidables qui sont créées, etc. La répression a visiblement, comme tu l'as très bien raconté, mis à pas tout ça. Il y a eu donc Erdogan qui a repris la main et président maintenant, avec en plus ce dernier coup d'État. Qu'est-ce qui reste de ces réseau que vous avez mis en place? Qu'est-ce qui reste de cette discussion, de cette parole qui a été libérée pendant 10 jours? Au Brésil ou ailleurs, j'ai souvent entendu qu'on ne remet pas le génie dans la bouteille une fois que le génie est sorti. La violence d'après a dû être extrêmement douloureuse, mais il y a bien quelque chose qui reste. Il y a une parole qui continue. Ce qui reste déjà, c'est qu'on s'est beaucoup amusé. Malgré la répression, c'était une expérience formidable. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de notre puissance individuelle et collective qui a été accrue et décuplée. Donc cet espoir de ce qu'il était possible de faire, et c'est vrai que l'espoir, quelque part, c'est pas un espoir naïf. Donc on a des parlementaires qui sont en prison, qui continuent de nous dire qu'il faut avoir espoir, qu'il faut continuer à travailler. Et donc c'est une forme de résilience qui passe aussi par tout le prix qu'on a payé. Mais ce qui reste aussi, c'est qu'il y a eu toutes des systèmes qui ont été mis en place pour avoir des cours universitaires en dehors des universités, pour avoir des assemblées locales, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui continuent à se passer à des niveaux locaux, mais la répression est tellement forte et tellement violente que tout est plus ou moins démantelé. Mais par contre, je pense qu'on connaît maintenant cette capacité de kindness, cette capacité de faire les choses différemment et cette capacité de possibilité de délibération. On sait aussi ce qui s'est passé dans la façon dont c'est notre temps qui nous a été pris. C'est le temps et l'espace qu'ils vous prennent. C'est-à-dire aussi que la résistance s'apprend par reprendre son temps et reprendre son espace, reprendre contrôle de son temps et de son espace. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire individuellement, mais aussi collectivement. Et donc continuer. Mais c'est vrai que des formes de dépression et d'anxiété, on a perdu beaucoup de personnes, donc on a aussi appris à faire les deuils, donc des deuils individuels, des lieux qu'on a perdus, des personnes qu'on a perdues. Et je voulais aussi vous donner mes condoléances ici en France avec toutes les personnes que vous avez perdues. Christine, l'institutrice aussi, qui est décédée. Donc je crois qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ces politiques de faire le deuil, apprendre à continuer à avancer avec ce qu'on a perdu et à continuer aussi pour ceux qui sont en prison. Donc en Turquie, c'est plus de 150 000 personnes, 70 000 étudiants qui sont en prison. Des collègues, etc. Et donc, il y a une forme de résilience qui vient avec le fait qu'on sait que c'est possible de vivre autrement, on sait que c'est possible de vivre sans haine de l'autre, et on sait aussi qu'on parle des langues multiples et qu'on peut vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer côté brésilien qui est... Merci. Carlos, on est à la même période, on est en juin 2013 aussi,
Il se trouve que ce pays émergent ou émergé, comme on veut, suite à une augmentation tarifaire de pas grand-chose, de 20 centavos, 20 centimes, déclenche une sorte d'effet papillon. Pareil, des jeunes étudiants, plutôt écologistes, plutôt de la classe moyenne, bourgeoise de São Paulo, même de Belo Horizonte, se mettent à manifester tous les jeudis soirs, et la répression policière est tellement forte que ça déclenche une sorte de tsunami social, des manifestations par centaines, on parle de 1 million de personnes, plus d'1 million de personnes, 1,5 million de personnes, des cinquantaines de villes. Raconte-nous ce qui s'est passé et pourquoi dans ce contexte où c'était l'inverse de la Turquie, c'était plutôt un gouvernement dit de gauche, c'était Dilma Rousseff qui était au pouvoir, pourquoi il y a eu un tel phénomène et pourquoi une telle incompréhension et en même temps le soufflet qui retombe tout de suite après. Tu as ton micro normalement. Bonjour à tous, à toutes. C'est un plaisir d'être ici avec vous pour échanger des idées, pour explorer un peu ma propre expérience et mes analyses. J'avais un professeur qui me disait, quand tu ne sais pas très bien comment commencer ton intervention dans une table ronde, commence par faire la critique du titre de la table ronde. Alors là, je prends cette leçon et dire que je pense que c'est une erreur d'essayer de mettre tout le monde sur le même label de indigné. Ça, c'est un peu la faute de l'eurocentrisme, veut regarder tout le monde à partir de sa propre expérience. Il faut au contraire essayer de s'enrichir avec la différence des expériences des autres. Je commence pour dire que l'explosion populaire est toujours une surprise pour tout le monde, pour les dirigeants des partis politiques et des organisations politiques traditionnelles, les sociologues, les politologues et même les militants de mouvements populaires. Les gauches traditionnelles vocifèrent, ce sont des mouvements spontanés, comme si c'était un crime d'être spontané. Et disent qu'ils ne sont pas politisés, car ils le reconnaissent comme organisés et politisés que leurs propres organisations et leurs propres formes de lutte. La droite, on le sait bien, crie « c'est le désordre » et lance des appels à l'ordre. Les conservateurs et les libéraux plus civilisés affirment qu'ils veulent bien négocier avec ces mouvements, pour autant que l'ordre soit rétabli et qu'ils cessent de se mouvementer. Je négocie avec les mouvements, s'ils abdiquent, on dit ça, d'être des mouvements. Et pourtant, ces mouvements ne sont que les résultats d'une combinaison complexe et imprévisible des facteurs économiques, sociaux, culturels, psychologiques qui font converger des malaises et les revendications les plus diverses. Des centaines de milliers, des millions de gens ne vont pas ensemble aux rues pour les mêmes raisons, alors que les cadres de partis, syndicats et autres mouvements traditionnels établis accusent l'absence d'un programme. La force de ce mouvement vient justement du fait qu'ils réunissent plusieurs programmes de plusieurs couches et secteurs du peuple. S'il est difficile, voire impossible, de prévoir ces explosions, il est par contre possible d'essayer de les comprendre et de comprendre leur émergence et parfois leurs conséquences et héritages. J'ai essayé d'organiser cette intervention en 4 parties. Une idée très rapide sur le contexte général où ces mouvements sont arrivés, le contexte urbain des villes brésiliennes, parce que je crois que c'est important pour comprendre ce mouvement, les événements eux-mêmes et leurs conséquences. Contexte général, très rapidement, nous sommes en 2013, 25 après la Constitution de 1988, qui a mis fin formellement à la dictature militaire. Nous sommes 21 années après les grandes manifestations qui ont mis fin au gouvernement de Collor, l'impeachment du président Collor. Nous sommes à 12 années des gouvernements de coalition lidérés par le Parti des travailleurs. Lula a pris charge en 2003 et est resté pour 2 fois président jusqu'à 2010. Et Dilma a été élu en 2010 pour commencer son mandat en 2011. Donc nous sommes à 2 années et demie du gouvernement de Dilma Rousseff. L'héritage du gouvernement Lula, les maintiens des réformes néolibérales qui ont été entreprises aux années 70
par le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso, une croissance qui a été soutenue, économique, soutenue par le boom des matières premières dans le marché international, qui a permis, d'une certaine façon, des politiques sociales généreuses, d'une certaine façon, qui ont permis à certaines couches de la population d'entrer dans le marché de la consommation, mais en même temps, une désindustrialisation, le pays devient de plus en plus primaire exportateur, mais une popularité incroyable. Lula finit son deuxième mandat avec 80% de popularité. C'est pourquoi il a pu élire Dilma, sa candidate. Les contextes urbains, très rapidement, 80% de la population urbaine, 25% de cette population dans 9 villes. 40% de la population sans égout, 20% de la population urbaine vivant dans les bidonvilles, dans les favelas. Depuis 1990, les villes laissent tomber le plan directeur et la planification, l'aménagement du territoire pour prendre le modèle des villes néolibérales. Les modèles catalans de Barcelone débarquent chez nous en 1993, à Rio en particulier. C'est l'ère de partenariat public-privé, des grands projets urbains, de la privatisation des espaces publics, un peu partout, mais chez nous aussi. L'expulsion des populations les plus pauvres vers la périphérie, la dégradation des services publics, voire la privatisation des services publics. Paradoxe, une politique sociale et une évolution positive de l'emploi et de la consommation des familles, et une dégradation des villes, des services publics, croissance de la ségrégation sociale, les villes murées, les gated communities, et en plus, pour finir ces tableaux, des méga événements sportifs, la Coupe du Monde de 1914, les Jeux olympiques de 2016. Évidemment, cette lutte de 2013, il y a des antécédents. Un peu partout, les 10-15 dernières années, il y a des résistances aux expulsions, des luttes contre la dégradation des services publics. En particulier, la question de la mobilité urbaine est cruciale. Les plus pauvres, les travailleurs qui vivent dans les périphéries des villes, dépensent de 3 à 4 heures de déplacement journalier pour aller de la maison au travail, du travail à la maison. Jusqu'à un tiers du salaire minimum est dépensé pour les déplacements journaliers. Les émeutes contre l'augmentation des prix des transports et pour les transports publics étaient nombreuses. Salvador, une ville capitale de l'État de Bahia, en 2003, Florianópolis, 2004, Vitória, 2006, Brasília, 2009, São Paulo, 2010, Teresina, 2011, Aracaju et Natal, 2012, ce sont tous des capitales d'État. Porto Alegre et Goiânia, début 2013. Donc, il y a une histoire de ces luttes. En 2004, c'est la fondation du mouvement pour les transports publics gratuits qui, d'une certaine façon, va canaliser tout ce mouvement pour la mobilité gratuite. Aussi des mouvements très importants pour les logements sociaux, contre les expulsions et les luttes contre les méga-événements sportifs. En 2007, à Rio, les Jeux panaméricains, s'est créé un forum populaire du panaméricain. En 2009, le comité olympique international choisit Rio pour siéger les Jeux olympiques. En 2012, s'établit le réseau national des comités de la Coupe du monde des Jeux olympiques. Bon, donc luttes urbaines multiples, mais fragmentées en général. Beaucoup d'efforts pour réunir ça dans un grand fond de luttes urbaines, mais en général des efforts ratés. Bon, les événements. Pour raconter, j'avais une amie chinoise, professeure d'une université américaine, qui était là quand les grandes explosions sont venues. Et elle m'a demandé une explication. Je lui ai dit, elle a dit, c'est la mobilité, parce que ça a commencé comme une revendication contre l'augmentation du prix du transport public à São Paulo.
Et je lui ai cité un texte, peut-être la plupart d'entre vous ne connaissent pas, qui vient du petit livre rouge de Mao Tse-tung, qui s'appelait « Une étincelle peut mettre feu à toute une prairie ». Donc, pour comprendre le feu, il ne suffit pas de regarder l'étincelle, il faut regarder la prairie. L'étincelle, c'était le mouvement contre l'augmentation du tarif. Mais la prairie, c'était la société, les malaises sociales et nos villes, nos grandes villes et la gradation de nos villes. Les premières manifestations contre l'augmentation du prix des transports publics à São Paulo, les 6, les 7, les 11 juin 2013, le maire de São Paulo, du Parti des travailleurs, Fernando Haddad, avec le gouverneur de l'État de São Paulo, Alckmin, du parti de Fernando Henrique Cardoso néolibéral, les deux appellent à l'ordre et mettent ensemble la garde municipale et la police de l'État de São Paulo pour rétablir l'ordre. En 13 juin, répression brutale. Et comme il arrive très souvent, la répression vient et les gens s'indignent. Là, il faut dire indignés. 13-3 minutes. Et il y a 200 000 personnes dans les rues de São Paulo. Et là, c'est le développement des luttes, des manifestations dans plusieurs villes. On estime 5, 7, peut-être 10 millions de gens ont manifesté en juin et juillet dans plus de 400 villes au Brésil. La réponse de ce que j'appelle la gauche d'État, c'est-à-dire le Parti des travailleurs, les syndicats officiels, Dilma dit le 21 juin, elle va à la télévision et dit il faut entendre la voix qui vient des rues. Il revendique non seulement moins de 20 centimes dans le prix des transports publics, il demande le droit à la participation, il demande le droit à participer aux décisions. Ce sont les citoyens et non pas le pouvoir économique qui doit être entendu avant tout. C'est quand même étonnant qu'après 12 ans de gouvernement du Parti travailleur, ils aient arrivé à cette conclusion qu'il faut entendre le peuple avant le pouvoir économique en ce moment-là. Pour finir, moi je vois une opportunité historique ratée. L'autocritique de Dilma, en reconnaissant que le pouvoir public était soumis au pouvoir économique et non pas à la volonté du peuple, est venue trop tard. Et très rapidement, c'était une opportunité, l'autocritique, la possibilité d'ouverture d'un dialogue entre ce que j'appelle la gauche d'État et ce que j'appelle la gauche sociale, qui était dans les rues, qui était d'incendie de la rue. C'était les réseaux, les groupes, les collectifs, les gens qui ne sont pas organisés dans les partis, ne sont pas organisés dans les syndicats, mais ont un sentiment profond de malaise et de critiques vis-à-vis du système qui était en place. Mais ce dialogue n'a pas pu s'établir parce que la semaine suivante, Dilma a appelé une assemblée constituante. Évidemment, ça ne répondait pas aux gens qui les croyaient. Ils n'avaient pas raison de croire au système institutionnel brésilien et ne répondaient pas aux demandes de la droite qui a refusé la proposition de Dilma. Dilma s'est élue encore une fois, mais elle était déjà devenue l'otage de la droite. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens se sont dispersés. À nouveau, une fois de plus, la fragmentation, une fois de plus, l'isolement de la gauche d'État, c'est ça qui prépare l'ambiance et le processus qui a mené au coup d'État judiciaire, parlementaire, qui a chassé Dilma et a permis l'élection d'un type d'extrême droite comme Bolsonaro. Où sont les gens en ce moment? Quel avenir pour les indignés? Je prends le terme. Je pense que la première réponse est s'indigner toujours. Hein? Il faut s'indigner toujours. Mais il y a plus que ça. Il y a un apprentissage. Je pense qu'au Brésil, il y a un apprentissage. Les partis traditionnels, la gauche d'État n'a pas de réponse aux besoins, aux désirs, aux rêves, aux utopies et aux besoins matériels immédiats des gens. Ils ne sont pas en condition de répondre à ça. Et par contre, il y a une explosion
des volontés, d'organisation, des collectifs. Je peux dire, au début de cette année, 15 000 personnes sont allées dans la rue de São Paulo pour lutter contre l'augmentation des prix de transport. Donc, un peu partout, on voit l'explosion de ces petits collectifs, de ces groupes de Noirs, des groupes de jeunes, des groupes culturels, qui créent une nouvelle forme de faire la politique, une nouvelle forme de s'organiser, une nouvelle forme de défier ces systèmes brutaux qui ont transformé nos villes dans un espace de génocide de jeunesse noire et pauvre. Je pense que là, c'est un chemin possible pour faire que l'indignation devienne une alternative historique. Merci, Merci Carlos. Tu finis sur une petite note d'espoir. Tu veux dire que cette génération de 2013 qui a bouleversé ce pays, ce sont les petits-enfants, ce sont les idées qui ont permis aujourd'hui, on sait que dans chaque quartier, il y a des associations qui se créent. C'est la réponse peut-être à ce que tu disais, 2013, la répression, etc. Qu'en est-il aujourd'hui? On ne parle plus de 2013, on ne parle plus des mouvements de juin 2013. Aucun candidat pendant l'élection présidentielle n'a parlé de ces mouvements sociaux gigantesques qui ont eu lieu avant la Coupe du Monde et avant les Jeux Olympiques. Est-ce que quand même, malgré tout, le mouvement social, c'est pour la première fois organisé au niveau local, au niveau des quartiers au Brésil? Est-ce que c'est ça? Je me rappelle que Sarkozy, un peu avant l'élection, il disait « il faut tuer l'esprit de 68 ». Bon, évidemment, pour la droite, il faut tuer l'esprit de 2013. Et pour la gauche d'État, évidemment, elle ne s'est jamais reconnue et elle n'a jamais reconnu ce mouvement comme porteur d'espoir et porteur d'alternatives. Donc, quand on voit les élections, qu'est-ce qu'on voit? La droite et la gauche d'État. Ces gens ne sont pas au processus électoral. Donc, ces gens sont ailleurs. Et c'est ailleurs, à mon avis, que l'alternative peut naître. Et c'est pourquoi ces gens ne se reconnaissent pas. C'est pour ça qu'on a vu que, non seulement on a eu un coup d'État, mais on en a parlé, plus grave que ça, c'est que la résistance a été très faible. La résistance a été très faible parce que les gens qui étaient dans les rues ne se reconnaissent pas dans ce gouvernement qui est parti. Ils ne se reconnaissent pas non plus dans ces gens qui sont arrivés. Mais ils ne se reconnaissent plus. Ils n'ont pas de raison d'aller aux rues pour défendre Dilma. Ils n'ont pas allé aux rues pour défendre Dilma. Et ils n'iront plus à la rue pour défendre Dilma. De même que la prison de Lula, qui est en violence antidémocratique. Mais les gens ne vont pas dans les rues pour défendre Lula parce qu'ils ne se reconnaissent plus. C'est dommage que ces dialogues, que cette opportunité ratée, où cette gauche d'État et la gauche sociale avaient une opportunité de se rencontrer, dialoguer et d'entendre l'une ou l'autre, on a raté ça. Il faudra rebâtir une gauche sociale capable d'une alternative. Merci, merci beaucoup. Alors, on passe à l'Algérie. Le mouvement en cours. Hein. Quel souffle ce 21 février, 22 février Abdou Benjoudi, tu es, depuis 10 ans. Tu milites, tu étais dans plusieurs organisations, tu es ce qu'on appelle un militant contre le clan, contre ce clan de là-haut, là, ces généraux, ces fils d'eux, etc. Quand on a vu, je me souviens, j'étais de Perm ce vendredi au journal et on a vu d'un seul coup les premières dépêches tomber, un monde fou qui déferlait sur Alger. Quelle joie immense, quel souffle est venu jusqu'à chez nous. On avait évidemment en mémoire la Tunisie, on avait en mémoire la Libye, la Syrie, la répression, etc. Et puis d'un seul coup, c'est l'Algérie, ce pays magnifique qui s'ouvre. Comment tu expliques ça? Tu avais une très belle phrase, tu disais que le 21 février, on a enterré l'Algérie d'avant. L'Algérie d'avant, c'est celle de 61, 62 jusqu'à nos jours, c'est ça? Bonsoir. Oui. Avant de commencer, une petite note. Je remercie Le Monde pour m'avoir invité, pour parler de l'Algérie, parce que vous cassez un certain embargo médiatique en France qui ne parle pas de ce qui se passe en Algérie. Donc merci. Oui, on a enterré l'Algérie d'avant,
l'Algérie jusqu'au 21 février 2019, elle n'existe plus. C'est une nouvelle Algérie qui est née. C'est une nouvelle Algérie parce que, en parlant de dignité, en parlant de politique, en parlant de justice sociale, en fait, la différence avec toutes les luttes qu'on a eues pendant 57 ans, c'est que cette révolution est une révolution purement politique. Nous ne sommes plus dans les revendications classiques qu'on a toujours eues, parce que moi, je suis quelqu'un qui croit à l'accumulation des luttes, vous le disiez tout à l'heure. Beaucoup deux générations avant moi avaient lutté contre le régime algérien, sauf qu'à chaque fois on se retrouvait dans des revendications un petit peu corporatistes, les médecins d'un côté, les enseignants, les chômeurs, ce qui est une revendication une lutte totalement légitime. Sauf que cette fois-ci, la goutte qui avait débordé le vase, tout le monde le sait, c'était ce système qui a osé présenter Bouteflika pour un 5e mandat. Et pour les Algériens, c'était une humiliation de plus, parce que déjà on avait supporté le 4e et le 3e qui étaient de trop, et là on nous parlait d'un 5e mandat d'un président complètement malade, qui ne pouvait pas exercer sa fonction présidentielle convenablement. Et là, le 22 février, des gens sortent, il y a une sorte d'intelligence collective. Personne n'a vu ça venir. Même les militants les plus aguerris, les politiciens, les journalistes, les analystes, les sociologues, personne n'a vu venir cette vague. On a même douté, on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Et là on avait des millions, on parle jusqu'à 22 millions dans les rues. 22 millions, c'est environ 50% des Algériens, il y en a 42, donc vous imaginez un peu plus de la moitié des Algériens dans les rues de toute l'Algérie. Et c'est très particulier parce que la revendication principale, effectivement, entre le 22 février jusqu'au début avril, quand le président Bouteflika a démissionné, c'était le départ de Bouteflika. Et c'était une revendication purement politique. Nous ne sommes plus dans la revendication corporatiste. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Algériens avaient compris qu'on était un pays pétrolier et qu'à un certain moment, le baril du dollar, surtout début des années 2000, après la guerre en Irak, est monté jusqu'à 100, 105, 110 $ le baril. Donc du coup, le pouvoir avait les moyens d'acheter la paix sociale à n'importe quel moment, et il l'a fait. Il l'a fait en 2011. Moi, j'ai vécu, on en parlait tout à l'heure, j'ai vécu 2011, on a essayé de faire quelque chose, mais ça n'a pas marché parce qu'il y avait des plans sur place. Allez, justice sociale, ok, on leur donne 3 milliards de dollars, 2 milliards par là. On avait de l'argent, mais il n'y avait pas de politique. Il n'y avait pas de réformes structurelles. Il y avait des réformes conjoncturelles, enfin des trucs comme ça. On distribuait de l'argent, on aidait soi-disant des jeunes à faire des projets, mais c'était plus un investissement dans pour racheter la paix sociale qu'une réforme structurelle de l'économie et de la politique. Et du coup, le 22 février, ça a duré quelques semaines, on a dégagé Bouteflika, excusez-moi d'utiliser ce terme, et par la suite, les Algériens se disent « Eh ben non, finalement c'est cool, c'est un président qu'on a dégagé quand même, c'est un dictateur de 20 ans, sauf que le problème n'est pas Bouteflika seulement. Comment Bouteflika a été créé? Qu'est-ce qui a permis à un homme comme Bouteflika d'exister dans un pays comme l'Algérie, qui est un pays quand même révolutionnaire? Et tout le monde le sait. Et c'est là où on se rend compte, beaucoup se rendent compte, évidemment les militants, ceux qui font de la politique connaissent un petit peu la nature, mais là c'est au niveau populaire, à tous les niveaux, il n'y a pas de, on n'est plus dans cette, parce que vous savez en Algérie on a plusieurs tendances. On a les laïcs, on a les conservateurs et on a ce qu'on appelle les nationalistes, généralement. Après, on a des tendances de gauche, des tendances de droite, des tendances d'extrême droite, ça existe, hein, et d'extrême gauche aussi, ça existe aussi. Sauf que là, il y avait un Algérien qui croyait à la démocratie, et ce n'est plus un Algérien qui soit... la tendance politique, on l'a oubliée. La couleur politique, elle n'existait plus à partir de la chute de Bouteflika. Et c'est là où j'ai... D'ailleurs, à chaque fois quand on m'invite, la question qui revient le plus, ok, parlez-nous d'Algérie, mais nous, on ne comprend rien, c'est quoi ce régime? Comment il fait? Ben, il faut dire une chose, c'est un opposant au régime algérien qui vous le dit, ce régime est très intelligent. Vraiment. Ce n'est pas un régime qui est comme, on va dire, les Nord-Coréens. C'est un régime d'abord militaire, hein, c'est les militaires qui ont le pouvoir, on se le dise tout de suite, ce ne sont pas les civils, c'est les militaires qui ont toujours eu le pouvoir. Sauf que ces militaires ne s'exposent jamais.
Mais jamais, une fois ou deux, 92, le général Nezzar, arrêt du processus électoral, quelquefois durant les années 90, durant la guerre contre le terrorisme. Ce régime, comment est formé ce régime algérien? Alors on a une caste de généraux qui ont le pouvoir. Et c'est eux qui ont le pouvoir. Le pouvoir, il est au sein de ce groupe de généraux, qui sont aujourd'hui au pouvoir d'ailleurs, après la chute de Bouteflika. Ces généraux-là se cachent, avaient toujours besoin d'une couverture politique. Et la couverture politique, ou la caution politique, c'était le FLN. Le FLN après 62. Alors je vous explique. Les Algériens respectent beaucoup le FLN avant 62, c'est normal, c'est le parti qui a libéré le pays, sauf qu'à partir de 62, c'est une autre histoire. C'est un parti corrompu, c'est un parti qui a encouragé tous les maux de l'Algérie durant les 57 ans passés. Et donc le FLN, avec d'autres partis qui gravitent autour, était la caution politique, était la couverture politique. Et cette couverture politique doit s'appuyer sur une sorte de société civile, mais société civile fantoche. Donc, d'un côté, on avait les services secrets, l'ex-DRS, qui infiltraient les partis politiques, les associations, les syndicats, tous les gens qui luttaient pour la démocratie, pour la justice sociale, enfin les forces du bien, si vous voulez. Ils les infiltraient, il y avait des complots, il y avait des problèmes à chaque fois, des règlements de compte. Et en même temps, on donnait de l'argent à des associations et partis politiques complètement fantoches, mais qui étaient à la solde du régime. Quatrième couche, il fallait avoir un appui médiatique. Comment faire, nous qui avons le pouvoir, on a cette couverture politique, très bien, on a un parlement aux ordres, c'est très bien, on a un semblant de société civile, c'est très bien, on a besoin de médias. Ben oui, il faut faire passer la pilule quand même. Et là, on s'appuie sur un groupe de personnes corrompues, ce qu'on appelle les hommes d'affaires. Alors, je ne suis ni de gauche ni de droite, mais ce n'est pas contre les hommes d'affaires que je dis cela, mais contre les hommes d'affaires corrompus qui sont à la solde du régime algérien. Certains sont en prison, d'autres non. Et ces hommes d'affaires-là, donc, qui blanchissaient l'argent des décideurs, quelque part, qui se partageaient les marchés publics, juste un chiffre, entre 2000 et 2018, il y avait 1000 milliards de dollars qui rentraient. 1000 milliards de dollars. C'est juste incroyable à imaginer pour un pays qui a 40 millions d'habitants. Sur le plan économique et social, j'en parle même pas, vous connaissez la situation. Et du coup, ces corrompus, ces hommes d'affaires corrompus sur lesquels s'appuyait le régime, rendaient un petit peu l'appareil en créant des médias, et c'est des médias qui faisaient tourner la bobine qu'on connaît depuis 57 ans. Tous ceux qui s'opposent au régime sont à la solde d'une puissance internationale, la main de l'étranger. D'ailleurs, on en rigole entre nous. S'il y a des Algériens ici, ils connaissent très bien un mot la main de l'étranger revient à chaque fois. Il suffit de dire quelque chose et vous êtes à la solde d'une main étrangère qu'on n'a jamais vue d'ailleurs. Le système algérien s'appuie sur ces 5 couches. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne vais pas monopoliser la parole, je crois qu'il me reste 2 minutes, allez. Ce qui s'est passé avec Bouteflika, c'est que Bouteflika est resté tellement longtemps qu'on a identifié, si vous voulez, les ennemis de la démocratie, nos ennemis. Que ce soit au FLN, que ce soit à l'état-major de l'armée, que ce soit chez les civils, que ce soit chez les hommes d'affaires, les hommes de médias. Et du coup, il les a complètement discrédités. Donc à sa chute, tout le monde chute. Sauf qu'il reste l'essentiel. Et l'essentiel, sans ces généraux-là. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir, ils sont visibles. Le chef d'état-major fait un discours chaque mardi pour nous dire ce qu'il faut faire. D'ailleurs, je vous dis, il fait plus de discours, Gaïd Salah, il fait plus de discours que le chef de l'État par intérim lui-même. Donc vous imaginez, vous avez un chef d'état-major qui fait des discours politiques chaque mardi et qui dit aux Algériens, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faudrait pas faire. Et ceux qui ne font pas comme moi je veux, c'est la prison. La preuve, aujourd'hui je vous parle et j'ai le cœur serré. Un ami à moi s'appelle Hakim Haddad, il passe, je crois qu'il est passé là, devant le juge. Il va certainement être emprisonné, mandat de dépôt, sans jugement évidemment, comme d'hab,
comme d'habitude, comme des dizaines d'autres militants. Il va passer devant le juge parce qu'ils sont sortis il y a 2 jours devant la Grande Poste d'Alger pour dire état civil et non militaire, quelque chose comme ça. Donc vous imaginez à quel point la dictature militaire algérienne est aujourd'hui visible. Sauf que, et je termine là-dessus, l'espoir est permis. Chaque vendredi, c'est tous les Algériens. Alors vendredi, c'est un petit peu dimanche ici. On se la coule douce, c'est vendredi, on ne fait rien, mais il y a un événement principal, c'est la lutte. Donc les Algériens sortent chaque vendredi, c'est le 33e ou le 34e vendredi depuis le 22 février. Chaque mardi, et ça c'est la flamme de la révolution aujourd'hui, ce sont les étudiants. Les étudiants sortent chaque mardi pour donner ce contenu politique extraordinaire. C'est des étudiants qui ont entre 17 et 21 ans, et c'est extraordinaire. Et c'est ce qui me donne de l'espoir, parce que cet étudiant qui a aujourd'hui 16, 17, 18, 19 ans, ben dans 10 ans, il n'aura que 33 ans. Je ne suis pas dans une lutte générationnelle, mais c'est juste pour dire qu'il est impossible de revenir à l'Algérie d'avant, parce que les Algériens ont identifié le mal, les Algériens ont compris qu'ils ne peuvent s'épanouir que dans un pays, que dans un État civil, que dans un État où la séparation des pouvoirs est claire. Je vous laisse voir les pancartes des Algériens chaque vendredi, c'est d'un niveau mais extraordinaire. Et drôle. Et drôle, c'est pour ça qu'on l'appelle la révolution du sourire. 22 millions d'Algériens chaque vendredi, une fenêtre n'a pas été cassée. Pour vous dire à quel point, dès qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu turbulent, qui est un petit peu, voilà, ça arrive, hein, c'est la dynamique des groupes, et bien tout de suite, un groupe de personnes qui va le neutraliser, qui va le calmer, il dit, c'est pas la peine de donner la bonne raison, parce qu'on a compris aussi, et c'est très bien, on a compris que le régime algérien est né dans la violence, parce que c'est la fameuse crise de juillet 62, entre pas mal de clans du FLN à l'époque, il ne se nourrit qu'à travers la violence. Et si on lui donne cette chance, il va encore rester, parce qu'il va juste justifier, voilà, menace internationale, les armes qui rentrent de Libye et tout le discours complotiste qu'on a connu depuis des années. Et donc aujourd'hui, l'espoir est permis, et il suffit juste de voir ce que font les Algériens. D'ailleurs, il y a une marche tout à l'heure République Stalingrad, ici même en France, à Montréal, à New York, à Londres. Les Algériens sont mobilisés, ils ont compris quel chemin prendre, et de quelle façon le prendre. Ils ont appris 57 ans quand même de cours intensifs, de déception aussi, mais surtout d'accumulation de lutte. Donc c'est pour ça que je suis très heureux de vous raconter cette histoire et qui finit avec une note d'espoir évidemment. Merci beaucoup. Merci. Juste dans mon rôle de mouche du coche, ces dernières semaines, les arrestations se multiplient. On a vu quand même que la police filtrait les entrées d'Alger. Donc c'est pas Occupy Gezi, mais c'est Occupy Alger maintenant. C'est le hashtag, hein, c'est Alger, c'est carrément toute la ville. Tu as évoqué un de tes camarades qui était passé devant un juge. Tu as l'air tellement sûr qu'on a tourné cette page. On est en train de la tourner, elle est en train de pivoter là. Elle est entre, c'est ça, hein, un petit coup de vent. C'est quoi ce souffle De quoi parlent les jeunes, par exemple? Ils parlent de transition. Quel vocabulaire ils utilisent? Comment ils voient la suite? Parce que c'est 32, 33 semaines, c'est énorme. Hein. On va parler des gilets jaunes après, c'est encore plus. Mais quel souffle on a besoin pour faire tourner cette feuille, cette page qui tombe dans le bon sens? Excellent. Avant 2011, j'étais blogueur, mais underground. C'était pas possible, j'avais un pseudo. Et avant 2011, je me souviens, c'était très difficile d'organiser quelque chose parce qu'on était dans le post-traumatisme. On sortait d'une guerre, environ, on parle de 200 000 morts, 10 000 à 15 000 disparus, 20 milliards de dollars à l'époque, hein, 20 milliards de dollars des années 90, c'est un petit peu l'équivalent de 60 aujourd'hui, de pertes humaines et matérielles, un pays complètement fractionné. Moi-même victime, à l'âge de 10 ans, j'étais obligé de quitter tout la maison où on habitait. On a quitté Alger vers le sud, on en parlait, parce que c'était insupportable de vivre. Mon père a perdu son travail parce qu'on a explosé l'usine où il travaillait. Ma mère ne se sentait pas à l'aise parce qu'à l'époque, elle ne portait pas le voile. Enfin, pas mal de choses qui se passaient. Donc,
les Algériens étaient déjà dans cette période post-traumatique et ça rappelait à chaque fois le fait de bouger. Et ça, c'est venu après 5 octobre 88. Aujourd'hui, c'est le 6. Et 5 octobre 88, c'était les fameuses manifestations qui nous ont ramené le multipartisme, parce qu'à l'époque, on vivait sous le parti unique, le FLN, jusqu'à 88. Et la Constitution de 89, elle nous a ramené le multipartisme, sauf qu'après, il y a eu des problèmes. Il y avait un parti qui s'appelait le FIS, avec les généraux. Enfin, il y avait tout un... Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Il y a eu un gros problème sécuritaire, 200 000 morts, un traumatisme. Et ce traumatisme-là, on ne pouvait plus en sortir. Et parce que le pouvoir jouait sur ça tous les jours. Il parlait de guerre civile, comme quoi, attention, si nous on part, ça sera la guerre civile, ça sera les massacres et les bombes dans les rues. Et d'ailleurs, parfois, chaque fois qu'il y avait un petit mouvement, il se passait des choses au niveau sécuritaire. Je préfère m'arrêter là. Donc pour vous dire à quel point l'éventail sécuritaire sortait à chaque fois. Sauf que par la suite, après ce qu'on appelle le printemps arabe 2011 et tout ce qu'on a vu malheureusement en Syrie, en Libye et ailleurs, les Algériens ont compris qu'ils étaient quand même un petit peu en avance. Ils ont accumulé de l'expérience à cause de cette guerre-là. À cause de cette guerre-là qu'on a vécue. C'est un mal pour un bien, mais on a acquis de l'expérience et cette expérience nous a permis de faire la part des choses. La souveraineté est une chose, la solidarité internationale en est une autre. Être quelqu'un qui milite à fond pour la démocratie dans son pays est une chose, jouer un petit peu à ce qui s'est passé un petit peu dans les pays voisins, notamment en Libye et ailleurs, en est une autre. Et c'est à partir de 2011 qu'on a commencé à comprendre qu'on pouvait faire quelque chose tous ensemble. Sauf que, alors, et la chance aujourd'hui, parce que 2011-2019, c'est 8 ans, c'est 8 ans dans l'histoire d'une nation, c'est rien du tout. Je dirais même c'est très accéléré comme processus. On a effacé, on a pu sortir de ce traumatisme grâce à la nouvelle génération, grâce à ces étudiants-là. Et je vais vous dire une chose, ce sont les réseaux sociaux qui ont permis aux Algériens de se connaître entre eux. On ne se connaissait pas entre nous. Il y avait les gens d'origine arabe, les gens berbères, les gens qui sont plutôt conservateurs, des laïcs, des libertins, d'autres. Enfin, on était plusieurs tendances. Et ces réseaux sociaux, malgré les clashs qui arrivaient, c'est des millions de personnes sur Facebook aujourd'hui, ont permis aux Algériens de se connaître, de créer des débats virtuels, de se rencontrer et d'effacer, d'arrondir un petit peu les angles entre nous pour pouvoir enfin identifier l'ennemi qui jouait à ce jeu négatif qui séparait les Algériens entre eux. C'est un processus un peu lent, ce sont des déceptions, mais aussi des acquis de génération en génération, et que la dernière génération, celle-là, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui et qui nous émerveillent chaque semaine, qui ont pu effacer, parce qu'ils n'ont pas vécu les années 90, contrairement à moi, même si je crois que je suis quand même un peu jeune, 35 ans, mais ces gens-là ont aujourd'hui 20 ans, n'ont pas vécu ce traumatisme, et c'est très bien en fait. C'est une petite touche d'insouciance à la base, mais qui est aussi révolutionnaire. Eh bien, c'est ça la révolution. Il faudrait, comme disait quelqu'un, la révolution, c'est soyez réaliste, demandez l'impossible. Donc c'est un petit peu ça. Ces jeunes-là ont réussi ce que d'autres n'ont pas réussi, mais c'est grâce à l'accumulation des autres, l'accumulation des luttes de ceux qui nous ont précédés, qu'on a pu aujourd'hui unir nos forces et lutter contre ce régime. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Abdou. Accumulation des luttes, on est en plein dedans, avec les Gilets jaunes. On est en France maintenant. 47 semaines. Merci Steven d'être là. Tu es porte-parole d'un collectif. Je sais qu'il faut faire attention aux mots avec les Gilets jaunes. De Commercy. Commercy, c'est dans l'Est, c'est la Meuse. J'ai vu un formidable petit documentaire sur vous dans Mediapart. Ils étaient venus au moment de démantèlement de la cabane. Tu leur raconteras tout ça. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment toi, tu disais que tu étais ni militant, jamais syndiqué, tu as été ouvrier et tu es devenu éducateur spécialisé. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic, fin de l'année dernière, pour aller dans ce mouvement et d'être avec
ces gens de Commercy, 6000 habitants, je rappelle, une ville autrefois ouvrière, travailleuse, petite bourgeoise aussi, et tous ces mélanges qui se mettent en place là-bas. Une réalité française, on est vraiment dedans. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé là-dedans ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors effectivement, moi, je n'ai pas de passé militant d'aucun syndicat ni parti politique. Je pense que je suis à l'image de beaucoup finalement de citoyens qui sont devenus gilets jaunes à partir du 17 novembre et même avant. Moi, mon processus à moi qui m'a amené à sortir dans la rue et à se mobiliser avec les actions de blocage, etc. En fait, je me suis beaucoup intéressé à la question politique au niveau des élections de 2017 et à partir de l'élection de Macron. Donc en fait, je voyais la politique qui était en train de s'appliquer, cette politique néolibérale, enfin vraiment tout pour le profit, et on mettait c'était l'humain qui était mis à l'écart de toutes les discussions. Et donc moi, c'est quelque chose qui me révoltait, mais j'étais un petit peu seul dans mon coin, je m'informais tous les jours, et en fait cette actualité-là, elle me pesait énormément. Je ne vais pas dire que j'étais dépressif, mais c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine accumulation d'informations, de prise de conscience, qui me disait mais comment c'est possible qu'on puisse laisser faire ça, pourquoi les autres... ça devrait être la révolution, quoi. Et en fait, arrive ce mouvement du 17 novembre, des Gilets jaunes. Alors au départ, effectivement, c'est peut-être pour faire le parallèle avec l'étincelle et la prairie, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la goutte d'essence qui a fait déborder la citerne, parce que c'était l'augmentation du prix du carburant. Et en fait, voilà, les gens, c'était la question du pouvoir d'achat. Moi, j'ai très vite compris qu'en fait, c'était la compensation de la perte des 3,5 milliards de l'ISF. Et donc, c'était une mesure injuste, encore une fois. Donc, ça va être ceux qui avaient besoin de leur véhicule. Et nous, en plus, à la campagne, on est encore plus touchés pour aller au travail. Donc, c'était un impôt indirect, en fait, pour compenser de l'argent qu'on allait redistribuer encore aux riches, et enfin aux ultra-riches, pour le coup. Et donc du coup c'était une injustice, et voilà, c'est pour ça moi que j'ai beaucoup été révolté par ça. Et donc à Commercy, il y avait un tout petit collectif qui s'est initié autour de donc je rejoins un peu ce que tu disais sur la question du numérique, qui a été très 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 importante. Donc il y a une page Facebook qui avait été lancée sur le côté meusien, et puis finalement après chaque localité a ouvert sa page, et donc il y avait celle de Commercy. On a fait une réunion publique dans un café le 10 novembre, et à partir de là on s'est entre guillemets auto-organisé, même s'il y avait un petit collectif qui s'était déjà créé à ce moment-là pour proposer une espèce d'organisation, mais vraiment non hiérarchique. C'était vraiment, on mettait un point d'honneur sur ça. On avait juste émis des propositions sur le blocage de la ville de Commercy. Et donc pour le coup, là, c'était un siège, parce qu'on avait bloqué vraiment toutes les entrées de la ville. Donc c'est une ville de 5 000 habitants environ, 5 à 6 000. Et donc du coup on avait vraiment bloqué toutes les entrées, et donc c'était une proposition qu'on avait émise ce jour-là dans le bar, et voilà, il y avait un engouement, tout le monde avait envie, et on avait posé la question qui a envie de s'investir avec le collectif qui est déjà en place pour continuer à trouver le matériel. Donc il y avait le Brasero pour faire du feu, le café, enfin vraiment on avait pensé toute cette journée-là vraiment collectivement. Et donc arrive le jour du 17 novembre, et donc nous on imaginait, voilà, c'est une petite ville, il n'y a pas de mobilisation, ce n'est pas une ville où il y a une expérience militante, enfin voilà. Et on arrive le 17 novembre, et il y avait quand même pas mal de monde, 200 à 6h30, et sur la journée entre 500 et 700, c'est un peu difficile à évaluer, parce que voilà, c'était sur des zones de blocage. Et donc du coup, voilà, il y a une espèce de rencontre qui se fait, on décide... moi j'avais suivi aussi la lutte des cheminots, des étudiants, le fonctionnement en AG, j'étais vachement intéressé un petit peu par ce qui s'était passé, et donc j'avais souhaité que voilà, tous les soirs, vu que c'était une petite ville, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, moi j'imaginais 2 jours, c'était samedi, dimanche, peut-être le lundi, et puis qu'après voilà, ça se terminerait, qu'on irait dans des grandes villes, et que très rapidement on irait peut-être à Paris, et puis soit on renverse un peu, enfin voilà, dans mon imaginaire, le gouvernement, enfin voilà, c'est un peu... Et puis voilà. C'est pas du tout ce qui s'est passé, on est resté très ancré finalement sur le local. Donc on avait, comme je disais, sur les mouvements un peu des cheminots et aussi des étudiants, on avait décidé de faire des AG tous les soirs en disant avec les forces qu'on a, on verra ce qu'on fait pour le lendemain, et puis le jour où il y aura plus. Et donc on a commencé comme ça. Tous les soirs. Hein. Tous les soirs. Donc effectivement au départ c'était beaucoup moi qui avait la parole, donc je vous laisse un peu imaginer, il y avait même des moments où j'étais à
à 50 mètres en haut d'une butte avec des gens qui étaient en face en gilet sur le rond-point, et puis on récupérait les idées dans la journée et on soumettait à l'Assemblée, et puis l'Assemblée votait. Mais en fait, il n'y avait pas du tout d'échange, en fait, et c'était pas constructif parce que ça restait quand même un petit noyau qui réfléchissait, quoi. Et donc, ce qui a fait toute l'expérience de Commercy, que je vais expliquer un petit peu après avec l'Assemblée des Assemblées, etc. Et le fait que même je sois là aujourd'hui, c'est tout simplement une panne micro, quoi. Donc en fait, on n'avait plus d'électricité, plus de micro. Et là, je suis un peu redescendu de ma butte, quoi, et on s'est mis tous ensemble à discuter. Et c'est là, on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait un échange. C'était même pas très audible parce que les gens parlaient entre eux et on dit attendez, si vous avez quelque chose à dire, c'est peut-être intéressant. Et puis là, on a mis un tour de parole, des choses qui peuvent sembler très basiques, mais finalement qui ont été super importants. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que le groupe des Gilets jaunes de Commercy a été initié. C'était ces assemblées-là. Et donc, il y a aussi un moment très très fort, c'est la construction de la cabane. Donc, on est le lundi ou le mardi, donc les gens ont repris le travail. Il n'y a pas une mobilisation énorme sur la journée. On est 20 le matin à reprendre sur le rond-point. On bloque juste la station-service parce qu'on n'a plus les moyens de bloquer la ville, etc. Et donc, mais arrivé 17h, 17h30, peut-être même un peu avant, il y a les gens qui rentrent du travail et qui viennent sur le rond-point, qui ont des pancartes, une question de visibilité plus que de blocage. Mais on sent qu'il y a quand même un engouement, les gens donnent de l'argent, amènent. C'était ça qui était super frappant au début, c'est toute la générosité, la solidarité qui s'est installée. Ils amenaient à manger, du café, on ne savait même plus quoi faire. Nous, on a les madeleines de Commercy, et voilà, overdose de madeleines. Et puis du coup, voilà, il y a cette cabane, donc on vote la cabane. Et en fait, ça c'est vraiment, je vais raconter l'histoire parce que ça me semble vraiment important. On vote la cabane, quelques-uns restent après l'AG le soir. On est sur le rond-point des Vaches Bleues. Il y a 3 vaches bleues, c'est les Godel. C'est un rond-point un peu mythique sur Commercy. Et donc on commence à construire la cabane sur le rond-point. On se dit, on s'entraîne. Et on avait dans l'idée d'en construire une au centre-ville pour avoir un lien d'échange avec la population. Et donc on arrive, on commence à construire, on visse les palettes, etc. Et la gendarmerie arrive et dit faites attention, c'est peut-être pas une bonne idée, etc. Et nous on l'a voté en AG, donc on va le faire et tout. Et puis ils reviennent une fois, 2 fois en disant là c'est plus possible, vous allez enlever ça si ça prend feu, les vaches, tout ça, bref. Et donc on dit mais nous on l'a voté, donc moi je ne me permettrai pas de ne pas la faire, coûte que coûte je ferai cette cabane. Et donc on était beaucoup en collaboration quand même avec la gendarmerie au niveau local, et donc là, ils savaient qu'on voulait faire aussi cette cabane au centre-ville, et ils ont négocié avec la mairie pour qu'on puisse construire cette cabane au centre-ville. Et après coup on se rend compte qu'en fait c'était stratégique de leur part, c'est qu'ils voulaient qu'on évacue les ronds-points, vu qu'on n'était pas beaucoup, ils s'imaginaient qu'on allait aller au centre-ville dans cette cabane-là et puis qu'on allait lâcher les ronds-points. Donc on construit la cabane, je vous imagine au centre-ville de Commercy, il y a l'école de la musique, c'est un grand bâtiment énorme, historique, c'est là où tout le monde passe, et il y a une vieille cabane un peu dégueu en palette qui commence à se construire, et les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe? Donc la mairie a eu pas mal de coups de téléphone, ils regrettent leur choix, mais on dit voilà, c'est vous qui avez donné l'autorisation, et on construit cette cabane, et ça devient un lieu très symbolique pour nous. C'est un lieu d'organisation où il y a les AG qui se font tous les soirs, mais pas que, il y a les gens... Tous les soirs. Tous les soirs, ouais, encore, ouais. Et c'est vrai que c'est important parce que... et donc on vote dans cette assemblée-là, on prépare la journée, il y a des tableaux, il y a du matériel, on s'organise entre nous. Il y en a qui sont au travail la journée, ils reviennent le soir, c'est assez puissant comme ce qu'on vit à ce moment-là. Et donc, il y a toute cette intelligence collective, comme tu disais tout à l'heure, qui se crée, tout le monde amène ses compétences, et c'est un lieu d'échange, de lien social, c'est un peu comme une mini-ZAD, nous on avait appelé ça, parce que c'était le chalet de la solidarité, mais c'était un lieu vraiment de construction et d'expérience démocratique, en plein milieu du centre-ville. Donc après, quand même assez rapidement, les ronds-points étaient, du fait par le nombre, on les a lâchés. Et donc on s'est organisé cette cabane, et on avait fait, donc il y avait pour passer après sur l'expérience démocratique, le gouvernement demande 8 représentants au niveau national pour pouvoir commencer à dialoguer, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la main mise un peu sur le mouvement, que c'est un peu compliqué de discuter avec nous, et donc ils veulent nous imposer ces 8 représentants. Et nous on sort un appel, donc le premier appel des Gilets jaunes de Commercy, qui dit un petit peu notre expérience, on arrive à s'auto-organiser, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef, donc faites de même et réfutez en fait la représentation par ces 8 représentants au niveau national.
Et donc c'est un succès un peu sur les réseaux. On avait été relayé par Nuit Debout avec 120 000 vues et tout. Donc on était un peu gênés en fait, moi, enfin personnellement, parce qu'au départ, je dis ouais, on est à Commercy. Moi j'imaginais toujours le truc, ça va être à Paris que ça va se jouer, tout ça. Donc et puis là on se dit c'est pas la ville, c'est pas le nombre, c'est l'idée qui est importante. Et en fait il faut continuer à suivre cette idée-là. Et donc voilà, il y a tout cet engouement. On a eu des encouragements du monde entier sur les apatistes du sud du Mexique avec je ne suis pas spécialiste sur la question, mais qui fonctionnent aussi en assemblée, aussi du Chiapas, donc des Kurdes. Ça a été un truc, on se dit mais c'est un truc de dingue quoi. Et donc après arrive le second appel des Gilets jaunes de Commercy. Donc l'Assemblée des assemblées, où là on invite tous les collectifs qui fonctionnent comme nous, qui ont des assemblées, qui ont cette volonté-là de ne pas avoir de leader et de construire quelque chose de démocratique. Et donc on essaye de rassembler toutes les revendications. Donc chaque collectif nous envoie des revendications, on essaye de les mutualiser. En fait, ça a été un travail énorme et en fait, on s'est rendu compte aussi que c'était impossible puisqu'en fait, chaque territoire a ses spécificités, ses problématiques et on s'est rendu compte que alors qu'on pouvait dégager des thèmes, mais en fait, finalement, c'était assez large et que toutes les revendications, on ne pouvait pas non plus les prioriser parce que chaque territoire avait les siennes. Et donc du coup, mais c'était une super rencontre. Donc il y avait 75 délégations de toute la France. On a beaucoup échangé. On a sorti un appel vraiment constitutif avec les valeurs de non-racisme, d'égalité, de non-sexisme, etc. Et donc ça a été aussi un acte fondateur pour le mouvement des Gilets jaunes au niveau national, parce que c'était une coordination démocratique. Donc là, il y a la 4e Assemblée des assemblées qui se passe à Montpellier, le 1er, le 2 et le 3 novembre. Et donc, c'était vraiment fondateur. Après, ce n'est pas toute la frange du mouvement des Gilets jaunes, c'est la frange vraiment qui avait cette volonté de construction du mouvement de manière démocratique. Donc ouais, on avait un mandat impératif. Donc après, pour le niveau national, peut-être, moi je voudrais, mais là c'est un peu un avis personnel, une analyse, c'est que comme dans tous les mouvements, du coup il y a eu une répression aussi qui s'est installée, qui est policière. Donc au début il y avait les ronds-points. On est parti très vite aussi dans les manifestations avec les actes qui se sont répétés, avec des actes sur Paris où il y a eu beaucoup de violences, de casses, etc. Et ça c'est aussi, je pense, un tournant au niveau du mouvement, c'est-à-dire que la différence avec ce qui se passe en Algérie, c'est que c'est le nombre qui fait la force, la non-violence, la révolution du sourire. Et nous, on est dans quelque chose de complètement différent parce que le nombre, on ne l'a pas. Et cette violence-là, moi, j'accuse pas du tout. Enfin, voilà, je dénigre pas cette violence parce que je pense très sincèrement qu'elle a été aussi utile dans le mouvement, mais qu'elle nous a aussi beaucoup desservi parce qu'elle a empêché beaucoup de personnes de nous rejoindre et que peut-être que la stratégie du gouvernement, ça a été de nous incriminer, de dire voilà, c'est un mouvement violent et donc c'est des antidémocrates, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais et donc ça a été très dur parce qu'il y a eu une bataille médiatique en fait et je pense qu'on a perdu les Gilets jaunes et qui à un moment donné était très dur à porter, que le regard de la population a été très très dur envers nous et qu'aujourd'hui ça devient compliqué d'être Gilets jaunes parce peut-être qu'on devient une minorité en fait et que c'était au départ on était des citoyens, des simples citoyens qui ont mis un gilet jaune pour être visibles, pour montrer leur mécontentement. Et en fait, aujourd'hui, on n'est plus que les gilets jaunes, presque une nouvelle couche de catégorie sociale. Enfin, c'est une expérience qui est assez bizarre à vivre. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même une fatigue, parce que le mouvement dure. Donc, on est au 47e acte. Mais voilà, ça se mobilise toujours. Il y a un affaiblissement, mais aujourd'hui, le mouvement est en train de changer. Il y a une convergence qui est en train de se créer aussi avec les écolos. On avait eu à Italie 2 hier sur Paris, donc l'occupation du centre commercial avec des gilets jaunes et d'autres collectifs. Donc c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Donc nous, sur Commercy, là où on en est, c'est qu'on est sur des mobilisations de manifestations au niveau régional et d'actions comme on peut, parce que finalement, il y a la répression judiciaire qui a aussi fait son effet. Et donc tous ceux qui avaient initié des actions se retrouvaient devant la justice et ça devient compliqué. Et donc pour répondre à la question de quel avenir pour les Gilets jaunes et les indignés, c'est cette histoire de convergence.
Mais aussi, nous, l'expérience qu'on est en train de faire, c'est qu'on a lancé aussi une assemblée citoyenne pour être le plus large possible et pas être simplement Gilets jaunes qui, aujourd'hui, crée un espèce de clivage. Et donc, il y avait dans le mouvement une des revendications, c'était la réécriture de la Constitution et aussi l'installation d'un RIC. Alors du coup, il faudrait passer par la rue, qui est peut-être une destitution, un changement. Enfin, ça nous semble assez compliqué. Et donc, pour répondre à les questions que tu avais posées tout à l'heure, c'est au niveau de l'enracinement, au niveau de l'ancrage. Et nous, on a une proposition qui est en train de s'établir. C'est les assemblées citoyennes qui reprennent le pouvoir localement. Donc, à l'inverse des élections qui peuvent être peut-être truquées en Turquie, nous, on a encore la chance de pouvoir peut-être reprendre le pouvoir localement, c'est-à-dire qu'il y a les municipales qui sont en 2020. Et nous, notre proposition, c'est que, voilà, qu'il y ait des assemblées citoyennes qui se montent, qu'il y ait des listes citoyennes qui se montent pour les municipales de 2020, mais qui redonnent, et c'est ça qui est important, c'est pas une liste qui reprend le pouvoir et qui décidera, c'est pas un vernis citoyen, c'est vraiment qui redonne totalement le pouvoir de décision aux habitants. Et donc on est obligé de passer par un cadre légal, de présenter une liste, de faire ces choses, de faire ça. Mais vraiment, il y a cette volonté de construction collective. Alors, c'est même pas un programme, ça va être pour Commercy, ça va être des propositions. On va partir sur vraiment une construction collective de ça. Et donc, on veut se dégager des zones de liberté, des zones d'action. Et donc, on veut continuer la mobilisation à travers les élections municipales de 2020. Et je pense que ça peut être important. Nous, on a lancé un appel à la commune des communes, à Commercy, qui se passera le 23 et le 24 novembre, avec une fédération de ces communes libres et des initiatives citoyennes, à faire vraiment un mélange de tout ça, des idées, de toute l'intelligence collective qui peut en ressortir. Et voilà, je pense que c'est important la question de l'enracinement, parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est une très bonne chose, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont arriver, et on doit pouvoir ancrer la lutte localement, mais aussi dans la durée. Et je pense que ça doit passer par le prolongement de l'expérience démocratique qu'on a vécue avec l'Assemblée des Assemblées et les Gilets jaunes. Merci Steven. Merci beaucoup. Tu ouvres un champ de questions tellement large, mais on va passer la main au public parce qu'il nous reste une petite dizaine de minutes. Des micros sont dans la salle. Alors, premier rang, on va passer par là. Pas en gilet jaune, mais en t-shirt blanc. Bonjour à tous. Tout d'abord, pour commencer, je voulais vous exprimer tout mon respect pour ce que vous faites, ce que vous représentez aussi, et les millions derrière vous que vous représentez. Plutôt une question ouverte, notamment sur ce que tu viens de dire, Steven. Est-ce qu'en fait, vous ne servez pas aussi, enfin, les indignés ou les résistants ne servent pas à justifier, par ailleurs, de la violence policière, endurcissement du régime? Et est-ce qu'au final, ça sert vraiment à quelque chose de s'indigner? Est-ce qu'au contraire, ça ne permet pas de justifier à d'autres la violence, la dictature, etc. etc. Voilà une question. Je ne sais pas si je peux répondre, mais moi, je ne pense pas que ça justifie, en fait. Je pense que ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'expression, en fait, de toutes ces colères. Alors qu'après, ça a été des personnes comme moi, qui n'avaient pas de passé militant, qui sont sortis dans la rue, qui se sont rencontrés, qui se sont indignés à ce moment-là, qui ont compris aussi beaucoup de choses. Il y avait des gens qui avaient des modes d'action au niveau de la violence, mais qui ont aussi une conscience politique. C'est pour ça que je ne condamne pas la violence, parce que c'est un mode d'action pour eux, mais parce qu'il y a aussi une connaissance voilà, du politique. Et je pense qu'ils sont peut-être plus indignés encore et qui disent que voilà, il faut renverser le régime. Alors peut-être que voilà, ça fait peur. Moi, j'ai plutôt une proposition démocratique pour d'alternative. Eux, c'est déjà de renverser le régime et puis de prendre place. Je ne sais pas la finalité, mais moi, je ne justifie aucune violence, mais je la comprends. Juste derrière, peut-être. Oui, merci. J'aurais une question en fait à nouveau sur cette gestion de la violence. Steven, tu parlais justement de l'exemple d'Italie 2 hier. Je trouvais que c'était une très belle convergence des luttes. Je fais moi-même partie d'Extinction Rebellion. Et on a une question justement de comment gérer cette violence au sein des actions. Par exemple, on va avoir une semaine d'action qui va s'ouvrir à partir de demain. Avant de lancer une action, on a toujours un consensus qui est très clair, qu'un consensus de non-violence, que ce soit dans le comportement ou dans ce qui peut être dit. Et par exemple, hier soir, il y a pu y avoir un moment de flottement avec des inscriptions qui ont pu apparaître sur les murs.
qui était du genre, je sais plus, on nique tout et on brûle le reste, ou un truc du genre. C'est hyper difficile parce que cette convergence des luttes, elle est essentielle, elle est indispensable, on y arrivera tous ensemble. Et pourtant, pour quelques groupes qui vont avoir un rapport à la violence un peu différent, ce serait dommage de décrédibiliser le reste du mouvement, comme ce qui a pu se passer avec les Gilets jaunes, en fait. Et c'est vrai que c'est difficile, en fait. Enfin, je voudrais savoir comment vous voyez ça, quels sont vos conseils venant des différents pays pour perdurer dans le temps et comment la violence est perçue de la part du public pour qu'on ait de plus en plus d'adhésion, en fait, au mouvement. Merci d'être court dans vos questions. Hein. Moi, je pense qu'en fait, la façon de concevoir la violence ici, il y a comme une manipulation qui est faite. La violence, elle ne commence pas avec Extinction Rebellion ou ce que les Gilets jaunes ont fait. Il y a un très beau texte d'Angela Davis, une vidéo avec Angela Davis. On lui pose une question par rapport à la violence. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ils lui disent, mais dans votre quartier, les gens sont violents. Elle dit, mais la violence, elle commence quand les enfants ne peuvent pas sortir dans la rue, quand on se fait exploser tous les jours, etc. Donc déjà, il faut comprendre que ce qui se passe, c'est des contre-violences assez souvent. Et je pense aussi que, on est obligé d'interagir avec la violence. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, mais ça veut dire que déjà on est sujet, on se fait violenter. Il y a des discours de haine, il y a un processus de militarisation un petit peu partout dans le monde. On vit dans un monde violent, on vit dans un monde où aussi les gens se suicident, etc. Et donc élargir cette notion de la violence, lui donner une histoire, lui donner une généalogie, comprendre d'où elle vient, comprendre qu'il y a des violences, des contre-violences, des différentes formes d'anti-violence et qu'on est obligé de se situer à l'intérieur de toutes ces dynamiques. Après, je pense que quand on part dans l'organisation d'une manifestation, d'avoir des règles de comportement, évidemment, mais peut-être que ça veut dire aussi essayer d'organiser des discussions avec certains groupes qui prônent la violence. Je sais qu'en Turquie, par exemple, il y a certains groupes des groupes d'autodéfense et des groupes d'attaque qui ont historiquement utilisé la violence et que tant qu'on n'était pas en contact avec eux, ça ne veut pas dire qu'on va nous-mêmes utiliser le même genre de stratégie. Moi, en tant qu'universitaire, j'utilise une stratégie qui passe par une forme d'intellectualisation ou historisation, mais évidemment que être en interaction avec les personnes qui utilisent la violence et avoir un échange, parce que là, de nouveau, on a des pratiques qui convergent. Et il arrive des fois où, par exemple, les Black Blocs, etc., historiquement, on a besoin aussi de groupes qui peuvent nous protéger. C'est difficile de répondre, évidemment, ça dépend des circonstances, des contextes. Je m'imagine à Rio, par exemple, où dans les favelas, la police arrive comme une troupe d'occupation et tire sur les jeunes noirs d'une façon absurde. La police, aujourd'hui, cette année, elle a tué plus de 5-6 personnes par jour cette année dans les favelas brésiliennes de Rio de Janeiro. Et la plupart de jeunes entre 15 et 25 ans noirs. Alors quand c'est un mec, celui-là, qui a perdu son frère ou sa sœur ou son père, va dans les rues et regarde un policier qu'il voit tous les jours en d'autres conditions que le soumis, je ne le justifie pas, mais je suis capable de comprendre pourquoi il prend l'opportunité pour se venger. Donc, ce n'est pas que ça soit une solution, mais il faut comprendre les situations de violence, des violentations profondes que certaines couches vivent dans certaines sociétés et comprendre que la violence, dans certaines fois, peut être comprise. D'autre part, on sait très bien que l'État et le pouvoir utilise et provoque lui-même la violence. Une figure très commune dans les manifestations populaires, c'est l'agent provocateur, qui fait exactement quoi? Essaie de déclencher une violence réactive pour justifier la violence répressive. Et chez nous, en 2013, on a trouvé pas mal de ces mecs-là qui étaient infiltrés dans les manifestations pour provoquer des actions violentes. Et ces actions violentes étaient en combinaison avec la police, qui après cela provoquait la répression et tout ça. Donc je pense qu'il faut examiner chaque cas
et quelles sont les circonstances de l'utilisation et l'emploi de la violence. Merci. Merci. Encore une ou deux questions. On va peut-être changer. Oui, par là-bas. Journaliste, j'ai eu la chance de faire un voyage en Turquie, invité par la République de Turquie, et je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé pendant ce voyage. Au début, nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par une universitaire kurde, d'après ce que j'ai compris, qui avait la qualité de parler français et qui nous a accompagnés pendant les 2 premiers jours, pendant lesquels nous avons fait du tourisme, c'est-à-dire que nous avons été voir des temples phrygiens et d'autres sites remarquables turcs. Mais nous étions journalistes, moi je suis journaliste archéologique, et nous étions venus pour avoir des résultats de recherche, avoir du nouveau. Alors nous avons commencé à réclamer de voir quelque chose de neuf, de voir quelque chose d'intéressant. Et puis là où les choses se sont brouillées, c'est quand nous avons demandé à voir les Gaulois, puisqu'il faut savoir qu'en Turquie, il y a eu des Gaulois. Et donc, au bout de 2 jours, tout d'un coup, le chauffeur et cette dame ont disparu, et nous avons été confinés dans le grand hôtel où la République de Turquie nous accueillait, et plus rien ne se passait. Et il a fallu qu'ils trouvent des gens pour les remplacer. Ces gens-là, manifestement, faisaient la grève, et ils avaient été, d'après ce que j'ai cru comprendre, ils avaient été commandés, on leur avait demandé de venir, mais ils n'étaient pas spécialement payés ni récompensés pour nous accompagner, enfin l'universitaire kurde. Et ensuite sont arrivées de nouvelles personnes, et ces personnes étaient tous des fonctionnaires, c'est-à-dire quelqu'un qui dirigeait qui guidait dans les musées, ou un archéologue qui travaillait dans un musée aussi. Et ce sont ces gens-là qui nous ont promenés toujours pour faire du tourisme. Et on a été, à la fin du voyage, on en avait eu plein les yeux, mais on n'avait rien appris qu'on ne pouvait pas savoir depuis la France. C'est ça que je voulais interpréter. C'est-à-dire que je n'ai pas très bien compris. C'était votre question. Est-ce qu'on peut y répondre? Je me rappelle une conversation, je ne sais pas si Nicolas va se rappeler, à ce moment-là des manifestations. Un jour, il me dit... je ne comprends pas les Black Blocs en Europe, mais je les comprends au Brésil. Je ne sais pas, tu te rappelles? Ouais, juste sur la violence aussi, je pense que parler de la question de la violence, elle est extrêmement importante et centrale aujourd'hui, et à des niveaux très locaux, et à des niveaux nationaux, et à des niveaux internationaux. Et qu'en fait, on doit vraiment défaire on se fait pousser à dire, mais est-ce que vous êtes violent alors que tout le système est violent. Les écoles sont violentes, les routes sont violentes, le discours est violent, et c'est des violences qui sont des discours de haine à la fois et qui se matérialisent par des actions militaires, etc. Et ici, état d'urgence aussi en France, état d'urgence partout, et des guerres dans le monde. Donc c'est important de penser à son propre comportement et comment est-ce qu'on gère le fait de vivre dans des espaces hostiles et dans un monde hostile, et comment est-ce qu'on va y gérer. Mais je pense que la conversation on doit toujours pousser à essayer de l'élargir. Cette question de la violence et de la pensée, on ne peut pas ne pas la penser. Alors, en fait, ça me surprend et ça ne me surprend pas. Je ne sais pas qui étaient ces personnes. Ce que je sais, c'est que moi, en tant qu'universitaire, et que beaucoup de personnes qui sont actives en dehors de la Turquie, qui continuent d'être actives, que ce soit dans les réseaux des écrivains, des chercheurs, des journalistes, etc., on a des listes où on montre par exemple les universités qui ont licencié les enseignants ou qui exercent de la censure, etc. Donc en fait, vous avez des moyens d'être en contact avec des personnes qui vont pouvoir vous diriger et vous dire qui sont les personnes qui vous invitent en Turquie. Et assez souvent, on encourage, si on voit que les personnes qui invitent sont clairement en train de défendre ou d'essayer de vendre une certaine image de la Turquie, on invite évidemment les personnes à refuser et à dire qu'ils refusent parce qu'ils n'ont pas envie de collaborer avec ce système. Voilà. Mais sinon, oui, c'est un très beau pays. Une note positive. Il faut finir. On termine. Merci beaucoup à tout le monde. On a dépassé de 5 minutes. Malheureusement, on doit libérer la salle. Merci à vous. Formidable. J'espère que des clés de compréhension ont été mises un petit peu sur ces mouvements très variés et multiples. Merci à vous tous. Merci beaucoup.